Et les 14h30 tout pile ici à Paris, bienvenue dans Paris Direct. À la une, le variant Omicron qui se propage à vitesse grand V. Premier cas détecté à La Réunion, aux Pays-Bas. Moderna s'inquiète de l'efficacité de son vaccin et la France préconise la vaccination des 5-11 ans les plus fragiles. Lui veut sauver la France, enfin ce qu'il en reste d'après lui. Éric Zemmour est candidat à la présidentielle, déclaration faite à la mi-journée par vidéo, une parodie de l'appel du général de Gaulle depuis Londres. Et puis aux grandes femmes, la patrie reconnaissante, Joséphine Baker va faire son entrée au Panthéon, cérémonie en fin de journée, présidée par Emmanuel Macron, à suivre sur France 24. Artiste, résistante, militante antiraciste, Joséphine Baker est l'incarnation de l'esprit français d'après l'Élysée. Le variant Omicron change la donne donc. En France, les experts ouvrent la voie à la vaccination des enfants puisque la Haute Autorité de Santé préconise d'immuniser les 5-11 ans à risque. Une course contre la montre est lancée alors qu'un premier cas positif au mutant Omicron a été détecté sur l'île de la Réunion. Sur place, Christelle Floricourt de Réunion la Première. Il y avait en réalité 6 cas suspects analysés ici dans ce centre de recherche et finalement un a été déclaré positif au variant Omicron. C'est avec cette nouvelle que la Réunion s'est réveillée ce matin. Le profil du patient, vous l'avez dit, c'est un homme de 53 ans. Il est actuellement placé à l'isolement à domicile ainsi que ses proches. Il présente des symptômes assez classiques, toux, fièvre, fatigue, douleurs musculaires, mais pas de forme grave pour l'instant. Ce qu'on sait de son parcours, c'est qu'il est allé en voyage professionnel au Mozambique avant de faire escale en Afrique du Sud, de transiter par l'île Maurice et d'arriver à La Réunion. La Réunion, une île en alerte compte tenu de notre proximité avec l'Afrique australe. Vous le savez, toutes les liaisons aériennes sont suspendues avec cette zone depuis maintenant 3 jours. Les tests de dépistage sont étoffés à l'arrivée, mais le préfet veut aller encore plus loin sur les mesures de protection. Il souhaite les renforcer. Des arbitrages sont actuellement en cours avec Paris. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures. Et 4 cas du variant Omicron donc, ont été détectés au Danemark. Ce nouveau mutant pose beaucoup de questions, pour l'instant resté sans réponse. Mais les laboratoires Pfizer et Moderna prennent les devants et préparent de nouvelles versions du vaccin adaptées aux nouvelles mutations. Bernard Apparis. Les laboratoires se mobilisent à nouveau face à l'arrivée du variant Omicron. Depuis vendredi, les chercheurs de Pfizer analysent ce virus et tentent d'évaluer l'efficacité de l'actuel vaccin tout en travaillant sur une nouvelle version. Environ 60 jours après le début du développement, nous aurons la production clinique du vaccin afin de pouvoir le tester sur des êtres humains. Puis, dans 95 jours, nous aurons les résultats complets de cet essai. Je pense que si nous devons passer à un nouveau vaccin, nous serons en mesure de produire 4 milliards de doses. Le grand rival Moderna n'est pas en reste, même si son PDG est moins confiant sur la réponse de l'actuel vaccin, comme il l'affirme dans une interview à un quotidien britannique. Je pense qu'il y aura une baisse d'efficacité significative. Je ne dis pas de quelle ampleur parce que nous devons attendre les données, mais tous les scientifiques avec lesquels j'ai discuté me disent que ça ne va pas être bon. Face à cette nouvelle course au vaccin et ce regain de communication des grands groupes pharmaceutiques, le président du Conseil scientifique français tempère les ardeurs. Ce n'est pas parce qu'il y aura éventuellement la construction de ce type de vaccin qu'il sera disponible à 100 jours. Donc il faut être vraiment très très prudent sur la disponibilité. Mais par contre, on peut être assez clair sur le fait qu'ils arriveront à construire des vaccins dédiés vis-à-vis de ce nouveau variant. Dans l'attente de ces résultats et d'une meilleure connaissance du variant Omicron, la dose de rappel demeure la seule réponse disponible. Éric Zemmour devient ce mardi acteur de la vie politique. Le polémiste se lance dans la course à la présidentielle. Il s'est déclaré dans une vidéo qui évoque l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Il oppose sans nuance deux France, images d'archives à l'appui, extrait. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent pas la barbarie, pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis,
pour que nous puissions leur transmettre la France telle que nous l'avons connue et reçue de nos ancêtres. Rejoignez-moi, dressez-vous. Nous, les Français, nous avons toujours triomphé de tout. Vive la République et surtout, vive la France. Voilà, Éric Zemmour ne veut pas réformer la France, dit-il, mais la sauver. Candidat d'extrême droite, anti-immigration, anti-islam. Depuis des mois, il a pu développer ses thèses dans certains médias. Valérie Lerouge. Au fil des semaines, les rencontres littéraires se sont transformées en meetings de campagne et sa candidature ne faisait plus mystère. Mais comment l'éditorialiste est devenu homme politique ? Depuis 20 ans, Éric Zemmour est d'abord l'auteur de portraits et d'essais à succès, dont Le Suicide français vendu à 400 000 exemplaires, première revanche pour celui qui voulait compter dans le paysage politique sans s'engager. Éric Zemmour s'est rêvé pendant longtemps plutôt une vigie intellectuelle, un écrivain qui compte, un écrivain admiré, une voix d'influence, écoutée par les hommes politiques. C'est ça qu'il voulait être. Il a longtemps dit « la politique, c'est pas pour moi », parce que si j'étais candidat, je pourrais pas dire tout ce que je dis. L'auteur se fait connaître du grand public sur les plateaux télé, comme débatteur et polémiste, d'abord sur iTélé en 2003, où il rôde son discours. La vivacité de la réplique, c'est très agréable, c'est très jubilatoire, c'est très jouissif. Puis chez Laurent Ruquier sur France 2 pendant 5 ans et aussi chaque semaine sur France O, avec à chaque fois une thématique de plus en plus prégnante, l'immigration. Alors vous voulez que je parle clairement, à partir d'un certain moment, dans un immeuble, quand la population bascule avec une majorité d'immigrés, les gens qui étaient là avant s'en vont. Éric Zemmour comprend que c'est par l'outrance qu'il parvient à attirer l'attention. C'est fatigant. Non mais c'est ce qu'ils disent les gens, c'est pas moi. Non mais c'est fatigant. Ses idées conservatrices font mouche chez Philippe de Villiers ou Marion Maréchal Le Pen qui le pousse à s'engager. Et c'est son entourage proche qui a fini par le convaincre. J'ai notamment son fils qui lui dit voilà, ça fait 15 ans que tu écris, que tu poses des diagnostics. Maintenant, une partie de l'opinion s'est ralliée à toi sur tes diagnostics. Il faut maintenant que tu passes aux solutions. Et c'est son meilleur ami aussi qui est décédé il y a 1 an et qui est juste avant de mourir, alors que toute sa vie, il lui avait dit il faut surtout pas que tu te lances, t'es bien meilleur là où tu es. Qui lui dit finalement j'ai changé d'avis en fait. Tu es aujourd'hui exactement au bon endroit pour devenir candidat. La politique c'est plus du tout comme avant et quelqu'un comme toi a ses chances, tu devrais y aller. Candidat déclaré, Éric Zemmour doit maintenant s'assurer des 500 parrainages d'élus. Jusque-là observateur et commentateur de la vie politique, il entre désormais dans l'arène. 9e journée de paralysie en Martinique. Plusieurs barrages ont été construits sur les routes la nuit dernière. Certains militants ont même passé la nuit sur place. Les syndicats maintiennent la pression alors que le ministre des Outre-mer est arrivé sur l'île hier soir après une courte visite en Guadeloupe. Florent Rodeau. L'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers, pour ces Martiniquais, c'est une bien mauvaise idée. D'obliger aux gens de prendre un vaccin, ça veut dire qu'on est encore en esclavage ou bien on est encore sous une... Il faut être obligé pour prendre un vaccin. Non, on ne peut pas faire ça. Après l'accord de méthode signé avec le gouvernement, les syndicats à l'origine du mouvement attendent des annonces. Pas des déclarations d'intention, surtout pas venir simplement se présenter pour faire croire qu'on va apporter le calme. Le calme ne reviendra qu'avec des dispositions concrètes. Avant la Martinique, Sébastien Lecornu était pendant 24 heures en Guadeloupe, où la situation est beaucoup plus tendue et les barrages toujours aussi nombreux. Pas de passage. Parce que le ministre a décidé d'être radical, nous aussi nous devons être radicaux aussi. Dans l'après-midi, le ministre des Outre-mer a rencontré l'intersyndicale qui demande notamment l'arrêt des suspensions des non-vaccinés. Mais l'entrevue ne dure pas 10 minutes à peine pour un dialogue de sourds. Si réellement il y a une intention de négocier, nous sommes là et nous attendons. Des gens qui veulent pas condamner des violences, des tentatives d'assassinat contre des policiers et des gendarmes et qui estiment que c'est l'État qui est à la source de ces violences, par définition, ça n'aide pas à avoir une conversation qui soit claire. Seule annonce du ministre à ce stade, l'envoi en Guadeloupe de 70 gendarmes mobiles, mais aussi 10 membres du GIGN supplémentaires. Une mission pour le moins délicate les attend, lever les barrages et ramener le calme sur l'île.
C'est une première mondiale. L'Allemagne condamne un membre du groupe État islamique, un Irakien, reconnu coupable de génocide des Yézidis, cette minorité ethno-religieuse martyrisée par l'organisation djihadiste. À Berlin, Luc André. À l'été 2015, Taha al-Jumaili, donc un combattant irakien de l'État islamique, a laissé mourir de soif la petite Nora, 5 ans, issue de la communauté yazidi, donc une minorité religieuse du nord-ouest de l'Irak persécutée par les djihadistes. La victime avait été attachée à une fenêtre à l'extérieur d'une maison de Falloujah en Irak par des températures extrêmes. Et cette fillette avait été achetée comme esclave avec sa mère après la conquête des régions yazidis par l'État islamique. L'ex-compagne du combattant, une Allemande qui avait rejoint l'État islamique, a été condamnée à 10 ans de prison pour complicité dans ce dossier. Elle a témoigné contre son ex-mari, resté silencieux tout au long du procès. Alors les faits se sont déroulés en Irak, mais ils ont été jugés en Allemagne en vertu de la compétence universelle qui permet de poursuivre les crimes les plus graves partout dans le monde. La reine Elisabeth II ne règne plus sur la Barbade, l'île paradisiaque. C'est officiellement n'est plus une monarchie mais une république. La proclamation a eu lieu ce mardi, cérémonie en présence du prince Charles. Coralie Henel. Aux 12 coups de minuit, la Barbade devient officiellement une république. Près de 400 ans après l'arrivée des premiers navires anglais sur les côtes de l'île, la présidente Sandra Mason, élue en octobre dernier, prend ses fonctions. We are Barbadians. We, the people, must give Republic Barbados its spirit and its substance. We must shape its future. Le drapeau présidentiel remplace l'étendard de la reine sous le regard de l'héritier du trône britannique. Invité à la cérémonie, le prince Charles tenait à souligner l'amitié entre la Barbade et le Royaume-Uni. From the darkest days of our past and the appalling atrocity of slavery, which forever stains our history, the people of this island forged their path with extraordinary fortitude. Mais sur place, la présence d'un membre de la famille royale fait débat, car la couronne britannique laisse derrière elle un héritage douloureux. Pendant plus d'un siècle, la Barbade a été au cœur de la traite des Noirs et du commerce triangulaire. La Grande-Bretagne a envoyé des centaines de milliers d'Africains sur l'île pour travailler dans des champs de canne à sucre. Aujourd'hui, la toute nouvelle République espère prendre ses distances avec son passé colonial. Mais les défis sont de taille, l'inflation pèse sur le quotidien des habitants et l'économie du territoire, très dépendante du tourisme, est fortement fragilisée par la pandémie. Le Chili pourrait devenir le 7e pays d'Amérique latine à adopter le mariage gay. Pour l'heure, seul un contrat d'union civile existe, mais il empêche les couples homosexuels d'adopter. Etanadji. Leur quotidien ressemble à celui des autres couples, explique-t-il avec pudeur. Duran partage la vie de Rodriguez depuis 2016. Les deux hommes sont pacsés, mais ce régime leur a laissé toutes ces années un goût d'inachevé. Aujourd'hui, ils militent pour la légalisation du mariage homosexuel dans un souci d'égalité. Sans la possibilité de se marier, nous ne sommes pas égaux en termes de droits et de dignité. Je n'ai pas les mêmes droits, j'ai uniquement les mêmes devoirs. Avec cette reconnaissance de l'État, il n'y aura plus de discrimination institutionnalisée. Une fois que ce sera légalisé, j'attends qu'ils considèrent ça comme un mariage, qu'ils arrêtent de trouver des équivalents. Nous sommes égaux, il ne peut y avoir de différence. C'est désormais à la Chambre haute du Sénat chilien que revient la décision de légaliser ou non le mariage gay. Dans les deux chambres où domine l'opposition, le texte a déjà été approuvé une première fois le 21 juillet et ensuite par les députés la semaine dernière. Pour ce couple de lesbiennes, c'est un vote historique car il ouvre aux homosexuels le droit à l'adoption et à la filiation. Je vais ressentir de la fierté à l'idée de dire « j'ai une famille, je suis mariée, j'ai les mêmes droits que les autres. C'est donc mon épouse, nous avons notre fille et donc ma famille est légalement constituée. Personne ne pourra nous retirer cela. » La question du mariage homosexuel enflamme les débats. Dans un pays fracturé entre électeurs de gauche et d'extrême droite, en plein second tour de la présidentielle, le candidat populiste José Antonio Cast y est ouvertement opposé.